y a une première pointe ou on continue tout droit vers le large? Idéalement, c'est tout droit vers le large, ouais. Ok, Roger. Je m'appelle Olivier Pitras. À bord de mon voilier polaire, le Southern Star, je suis en train de vivre une aventure d'1 an autour de l'Amérique du Nord avec une dizaine d'équipiers, dont mon fils Gaby et mon second, Laurent. Nous menons une enquête de terrain à la rencontre des populations pour voir comment les gens vivent le changement climatique. La première partie de notre voyage, de la Norvège jusqu'au Groenland, s'est révélée surprenante, avec des rencontres inattendues. Et on nous demande de nous adapter encore une fois à cette nouvelle situation. Non, non, cette fois vous êtes obligés de vous adapter. On est loin de pouvoir utiliser l'hydrogène comme source principale d'énergie. Tout ça nous amène à penser qu'il y a un très bel avenir pour l'ours polaire. Les gens disent « Oh, le réchauffement climatique ». D'ici 20 ans, nous assisterons à la naissance d'un tout nouveau Groenland. Ce qui s'est passé tout au long de ces 15, 20 dernières années n'est autre qu'un changement normal, comme celui que nous avons toujours constaté. Et c'est ce que nous essayons d'évaluer. Est-ce que ce phénomène actuel est unique? Je me demande maintenant ce qu'il en sera dans le Grand Nord canadien. Pour l'heure, nous quittons Ilulissat, au Groenland, pour rejoindre le détroit de Bering, en Alaska, via le passage du Nord-Ouest. Que représente la nouvelle situation climatique pour les habitants de ces terres reculées ? Et voilà, c'est fin prêt pour le départ. J'ai déjà franchi le passage du Nord-Ouest à la voile en 1999. À l'époque, j'étais le premier Français à passer et le 12 ou 13e voilier au monde. Depuis, sous l'effet du réchauffement climatique, ce passage qui relie les océans Atlantique et Pacifique au nord du continent américain est l'objet de toutes les convoitises. Outre des zones libres de glace où pourraient se développer activités économiques et paradis pétroliers, il pourrait faire gagner des milliers de kilomètres aux navires marchands qui espèrent pouvoir circuler dans ces eaux délaissées par les glaces 2 ou 3 mois par an. Tout ce qui est en couleur, c'est de la glace de différentes densités. Et là, on est en train de faire un passage en fait qui nous raccourcit. Ce qu'on peut faire, c'est avancer un peu pour aller voir et je finis, tu vois. On est bon là? Ouais, on est bon, il faut reprendre le mou sur les égouts. C'est ça qu'il faut être, il faut être vigilant. Là, elle est pas mal, c'est mieux Patrick? On vient de sortir de 36 heures à peu près de brouillard épais. On est passé à un demi-mille d'iceberg sans même les voir. C'est reparti. Brouillard, froid, pluie glacée. Les chocs thermiques entre l'air, l'eau et la glace favorisent cette brume et rendent notre progression difficile. J'aime cette ambiance, cette tension où chacun est sur le qui-vive. Ça caille les mains là.
là, on vient de recevoir la nouvelle carte de glace et qu'on met évidemment en parallèle avec celle des jours précédents. Et ça fond vraiment vite parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un hiver très très froid. Donc une banquise de première année très épaisse qui tient. Mais là, on assiste de jour en jour à une fonte très rapide de la banquise dans les canaux canadiens. Donc, regarde ça là, même là. Regarde cette région-là. Ah oui. Ouais. Fou. Ouais, c'est énorme. Je veux dire, c'est ça. Pourquoi aller chercher un peu au nord pour après c'est vrai. Les côtes du Nunavut apparaissent avec la terre de Baffin. En cette fin juillet, la banquise est encore dense par endroits. Elle nous annonce des moments difficiles. Pour Southern Star, l'idéal est de se faufiler le plus possible pour ne pas se faire prendre et devoir hiverner sur place, même si nous sommes préparés à ça au cas où. Le Nunavut, littéralement notre terre en Inuktitut, le dernier né des États canadiens, est géré par un gouvernement autonome inuit depuis 1999. Une partie des immenses territoires du Nord-Ouest a été rendue à son peuple d'origine pour redevenir le territoire de Nanook, l'ours blanc. J'ai une question. Nous arrivons du Groenland en vue du passage du Nord-Ouest. Y a-t-il à Pond Inlet la possibilité de remplir les formalités de douane? Je vais voir ce que je peux faire. Restez en ligne. Canal 1-0. Ok, stand by 10. 72 degrés nord. La baie devant Pond Inlet est dégagée de toute glace. Nous sommes début août et quelques growlers, ces petits icebergs, s'y prélassent encore. Ici commence véritablement le passage du Nord-Ouest. Nous profitons de ce hameau de 1300 âmes, véritable havre de paix, avant d'entamer la partie la plus compliquée du voyage. L'insouciance de ces gamins nous rappelle que tout ceci n'est qu'un grand jeu. C'est ici que se produit ma première rencontre avec des habitants du Nunavut. J'ai rendez-vous avec David et Simon, tous deux anciens maires du village. Hello. Hello. Who is David? Qui est David? Simon. Qui est Simon? Oui, Simon. Enchanté. David? David. Yeah, nice to meet you. Vous êtes venu de Suède? Non, Norvège. Ouais, ça doit être un sacré voyage. Ouais, c'est très loin. Depuis votre jeunesse, avez-vous remarqué des changements dans la région? Au cours de ma courte vie, je ne suis pas encore un vieillard, mais j'ai vu plus de changements que les gens du Sud en 100 ans. Les conditions de glace sont différentes. Ça n'est plus de la glace compacte, même en plein hiver. Regardez toute cette eau libre et on est début août. Il y a 40 ans, il y avait encore de la glace en cette saison. Même si ça se réchauffe, il fait toujours très froid l'hiver. Nous devons continuer à apprendre à survivre dans un climat aussi rude. On sait toujours comment faire, mais les traditions se perdent. Nous devons nous assurer que tout le monde soit capable de survivre. Je ne vois pas ce qu'il pourrait bien y avoir de positif dans le réchauffement climatique. Notre mode de vie va changer. C'est certain. Est-ce qu'il y a plus de trafic, des bateaux de commerce ou de plaisance? Oui, il y a de plus en plus de bateaux de tourisme chaque année. Cette année, on en est au moins à 10, en plus des 3 ou 4 bateaux de ravitaillement. C'est dû aux activités autour de Pond Inlet, comme par exemple les exploitations minières et pétrolières.
À cause de la hausse du prix du pétrole aujourd'hui, ça devient de plus en plus attractif pour les compagnies canadiennes de monter jusqu'ici à la recherche de gaz naturel et de pétrole. C'est maintenant possible. Ça aura une implication internationale si cette zone est utilisée pour le trafic maritime. Je sais qu'il y a un litige entre les États-Unis et le Canada à propos des eaux internationales. Oui, on parle du couloir qui traverse les îles arctiques canadiennes. Alors que c'est votre pays, le Nunavut. Oui, absolument, c'est notre pays. Et nous clamons que ce sont nos eaux territoriales. Imaginez que vous traversiez les États-Unis en disant « Oh, c'est un passage international, ils diraient jamais de la vie. » Ils nous mettraient en pièces. À ce propos, il y a un cap continental nord sur l'île Bylot, juste en face, à partir duquel le gouvernement canadien exerce sa souveraineté. Si un navire étranger pénètre dans les eaux arctiques, il n'est pas tenu d'en informer les autorités canadiennes. Mais jusqu'à présent, tous l'ont fait pour avoir accès au bulletin des glaces émis par le gouvernement et bénéficier d'une éventuelle assistance des gardes-côtes. Les règles devraient rapidement changer. Le Canada entend exercer sa souveraineté sur le passage et les Inuits ont leur rôle à jouer. Je sens de l'inquiétude dans leurs propos. Même si cette route maritime s'ouvre indéniablement, on parle de 2 mois par an, tout au plus. Bonjour, est-ce que Joshua est là? Oui. Joshua? Bonjour Joshua. Nous vivons avec la nature. Nous la connaissons bien. On peut très bien dire s'il n'y a pas assez de phoques. Mais il y en a tellement. Cet hiver, nous avons vu plus d'ours polaires sur les rivages. Les chasseurs se sont plaints qu'il y en avait trop. Ils disent qu'ils sont plus gros qu'avant. Pas maigre. Pas maigre du tout, non. Il y a eu au début du printemps une réunion sur les ours polaires pour déterminer les quotas de chasse pour chaque communauté. Nos quotas n'ont pas changé. Pourtant, nous avions demandé une augmentation, déclinée par le gouvernement. Contrairement aux idées reçues, Joshua semble confirmer ce que des scientifiques nous ont dit au Groenland. Suite au réchauffement, il s'avère qu'il y a plus d'ours blancs, dû à une plus grande présence des phoques, leur principale nourriture. Ici, l'ours se mange. Du coup, les chasseurs ne comprennent pas pourquoi la tradition est autant chamboulée. Les quotas sont imposés par le gouvernement canadien à Ottawa. La réalité du terrain ne correspond pas à celle de la capitale administrative. L'ours, quant à lui, n'a pas à s'en plaindre. Dans ces lieux inaccessibles, le plein d'eau et de fioul est une véritable aventure. Chaque baril pèse 60 kg. Cela demande une bonne dose d'huile de coude de la part de tout l'équipage. Notre joie d'un ravitaillement réussi est de courte durée. Nous sommes au mouillage à l'ancre et donc peu manœuvrants, ce n'est rien de le dire. Peut-être qu'on peut louvoyer, tu vois, on peut réussir à passer, hop. Entre les deux? Entre les deux, on va voir. Hein? On est à l'ancre, mais il y a du courant, donc du coup la barre est efficace. On essaie de le laisser à bâbord. Hein? Ben ça serait quand même, ça serait con, hein. Il est en train de passer là. Prends la gaffe quand même pour essayer de le pousser un peu. Vite, vite.
La gaffe, elle a pris cher. Hein. Tout ça dans l'eau, ça fait 10 par 10. Ça dépasse 2,50 m, ça a l'air de rien. Ça fait 1000 tonnes. Donc avec du courant, nous on est vraiment fétu de paille à côté. Donc voilà. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec Israël Mablik, ranger au parc national du Nunavut et actuel député-maire de Pond Inlet. Pour lui, la nouvelle situation climatique semble promettre de véritables perspectives de développement pour sa commune. Les parcs nationaux du Canada ont une relation très forte avec la communauté. Nous travaillons avec l'organisation des chasseurs et trappeurs et aussi avec les anciens. Nous avons créé un groupe de travail sur le savoir inuit où nous discutons de l'environnement. C'est le 3e plus grand parc national de notre pays. L'an passé, nous avons eu la visite de 9 bateaux de passagers. Cette année, nous en sommes à 13. Les activités touristiques ont augmenté récemment et je pense que le réchauffement climatique y est pour quelque chose, car le fjord est ouvert plus longtemps. On entend de plus en plus parler d'une ouverture potentielle du passage du Nord-Ouest en tant que route commerciale. Est-ce qu'il est question à Pond Inlet de créer un port assez conséquent en vue de cette ouverture? Globalement, ce serait très bénéfique, économiquement, d'avoir ce genre d'infrastructure comme un port en eau profonde. Ah, c'est très important. Oui, vraiment. Économiquement, pour le monde, c'est un passage incroyable. Mais au niveau de l'environnement, c'est un problème qu'il faut considérer sérieusement. Et s'il y avait une marée noire, qu'arriverait-il à notre faune marine? Qu'en sera-t-il des gens qui vivent le long des côtes? Ce sont les problèmes sur lesquels les Inuits sont les plus inquiets. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que le gouvernement est prêt à vous écouter en tant que nation inuite? Le gouvernement a fait un premier pas. Donc c'est un bon début pour qu'il commence à écouter les Inuits qui sont là depuis des milliers d'années. Et ce gouvernement, depuis combien de temps est-il là? Depuis bien moins longtemps que notre peuple. Comme les habitants de ces côtes, intimement liés à ce milieu depuis la nuit des temps, j'aimerais être sûr que cette nature résistera à l'ouverture des glaces et à un trafic maritime intense. C'est pour demain, alors essayons de ne pas tout gâcher au nom des dividendes. Quant à nous, le plus difficile commence. La navigation vers Goahaven s'annonce compliquée sur nos cartes. Laurent me paraît tendu avant le départ. Bon, donc toi tu vas au supermarché, tu vas... Ouais, puis après je vais faire un tour à la cabine, là, j'essaie d'avoir Monica là, au téléphone. Ok. Bon, elle est pas là. Fait chier quoi. Attends, hier je lui laisse un message et tout. Ah, il est chaud. Réussir le Nord-Ouest, c'est un peu comme jouer au chat et à la souris avec la banquise. Je connais bien cette zone et je sais qu'il ne sert à rien de foncer droit sur le pack. Je préfère attendre que le vent tourne, repousse la glace et ouvre notre route. Le rendez-vous à la glace, là, c'est dans plus de 48 heures. C'est dans le sud du Pilsand. C'est assez chaud en fait. Hein. Donc là, en gros, notre position, on est ici, là. Et tout ça, c'est obstrué. Là, on est en présence de très très gros morceaux. 500 mètres à 2 km, c'est déjà des îles, quoi. On a 120 000, on a 200 bornes hein, d'obstruction. Hein. Donc là, ça passera pas. Oui, après, tu
montes sur celui qui est penché là. Celui-là, quand tu montes dessus, et tu le laisseras à tribord. On va dormir un petit peu parce que faut attendre que le vent se calme, que la glace descend à 8000 par jour là. Sur bâbord, il y a une première plaque que vous devriez voir à 300-400 mètres. Derrière, il y en a une autre. Ok, bien reçu. Attention, pas trop serrer la plaque qu'on a à 11h. Là, elle a une Qui fait quelques mètres. Ouais, d'accord, vu. Donc là, je confirme qu'il y a un passage sur la droite. On peut entamer un quart de cercle sur tribord. Bien reçu. Je confirme, là on est sorti, c'est vraiment clair jusqu'à l'horizon, jusqu'à la côte. Bon, mais ok, bah c'est quand même assez inédit, quoi. C'est incroyable. Hein. Ok, bien reçu. Donc là maintenant, le Larsen Sand, qui est un endroit miné complètement, qui était vachement encombré de glace, là quand même en 99 quand on est passé, pourtant on était plus tard. Maintenant, il y en a, bon, tout ça est pris, mais je veux dire, on a une bonne zone d'eau libre carrément ouverte, quoi. Ce qui est pas mal, hein. On va pas s'en plaindre. Hein. Les cartes nous annonçaient de grosses difficultés. Mais la banquise, malgré les vents d'ouest, s'est détendue et le passage s'est complètement ouvert pour la deuxième fois de son histoire. Au début du XXe siècle, ce village n'existait pas. Gjohaven tire son nom de la Gjoa, le navire du Norvégien Roald Amundsen, qui a été le premier à franchir le passage entre 1903 et 1906. La présence des explorateurs incita les Inuits à établir un campement autour du bateau. On ne compte plus les expéditions qui ont péri corps et biens dans ces parages, comme celle de Sir John Franklin. L'Occident avait depuis longtemps compris que cette route maritime pourrait faire gagner des milliers de kilomètres pour accéder au marché d'Orient. Les expéditions cherchant le passage étaient nombreuses. Pourtant, après celle de Franklin et 10 ans de recherche infructueuses, l'Angleterre décréta le passage innavigable. Une équipe réduite d'hommes venus du Grand Nord prouva le contraire. Depuis, en un peu plus de 100 ans, 20 voiliers tout au plus ont franchi ce passage mythique, dont la moitié ces 10 dernières années. Nous avons remarqué qu'il y avait plus de bateaux qui s'arrêtaient à Gjohaven. Gjohaven est un site chargé d'histoire. Par exemple, nous avons l'expédition de Sir John Franklin et le passage du Nord-Ouest, qui est un site historique. C'est une belle opportunité de promouvoir le tourisme dans notre communauté de Gjohaven. Mon travail consiste à promouvoir des activités saines, de loisirs, et j'organise des activités pour les jeunes membres de la communauté. On travaille sur des initiatives pour les enfants, on essaie de les occuper. Les rafales d'une brise arctique ont cloîtré les gens chez eux. Dans ce no man's land, ce ballon m'apparaît comme un clin d'œil, signe d'une civilisation emportée par cette nature. J'ai rendez-vous au bureau de la réserve des espèces sauvages, qui dépend du ministère de l'Environnement, où j'espère en apprendre un peu plus sur les conséquences du changement pour les animaux.
nice day. Yeah, you guys too. Thank you. Ces 5 ou 10 dernières années, nous avons vu énormément de changements dans la faune. Chez les mammifères marins et terrestres, on a observé qu'ils avaient plus de parasites. Et ça, c'est dû au réchauffement climatique. Il y a plus de maladies qu'avant, des choses qu'on n'avait jamais vues. Quand on travaille avec des biologistes, par exemple, ou avec des gens du département des pêches et océans cette saison, nous les aidons à marquer les poissons. Un pêcheur nous a dit que la chair de l'omble chevalier était plus pâle. Oui, nous l'avons remarqué également. La chair n'est pas rouge, elle est plus orangée ou jaune. C'est le signe que les poissons remontent les lacs pour aller se nourrir dans l'océan. On a vu beaucoup de changements, des animaux jamais repérés aussi loin au nord, comme par exemple des grizzlies, des gloutons, de nouvelles espèces d'oiseaux et même de mammifères marins. On collecte des informations sur ces animaux, on les prend en photo et très souvent, les chasseurs nous rapportent aussi des observations d'animaux inhabituels. Est-ce que les plus jeunes perpétuent la tradition de la chasse pour nourrir la famille? C'est un des problèmes que rencontrent les anciens, d'essayer d'apprendre aux jeunes générations à chasser, car c'est plus sain et c'est aussi moins cher. C'est vrai que la vie est horriblement chère dans le Grand Nord. Nous allons rapidement faire la douloureuse expérience. C'est les rations de guerre. Il y a des bananes. C'est quoi ça? Il y a peu de choix et c'est hors de prix. Mais bon, en même temps, voilà, on se prend pas le chou, on est quand même dans le passage du Nord-Ouest, hein, il faut relativiser aussi. Hein. Et c'est vrai que là, il faut changer de supermarché. À l'évidence, la pêche et la chasse restent encore le meilleur moyen de nourrir sa famille. Malgré les bouleversements de toutes parts que subit le monde inuit, il apparaît nécessaire d'entretenir les traditions. Nous nous adaptons au réchauffement climatique en prenant les choses comme elles viennent. Nous n'avons aucune certitude d'un quelconque futur désastre. Nous n'avons aucun contrôle sur le réchauffement climatique. L'an dernier, nous avons eu un été très chaud, les fleurs sont sorties partout. La toundra a été remplie de fleurs. Cette année, on en a à peine vu, c'est encore différent. Donc on doit s'adapter à ce qui vient. C'est comme ça qu'on fait, on n'est pas des scientifiques. Mais les anciens sont nos professeurs. On apprend tout d'eux. Ce sont eux qui ont le savoir. Ils ont toujours tiré leur subsistance de la nature. Ils n'ont jamais habité dans de belles maisons comme celle-ci. Ils vivaient dans des igloos. Le phoque, c'est notre nourriture. Par exemple, dans le sud, ils mangent de la vache. C'est différent ici, on n'a pas de vaches. On n'a pas d'étable où garder du bétail. On sort, on chasse, on revient et on nourrit nos familles. Et on paye presque $40 pour 20 litres d'essence, c'est complètement fou. On va bientôt revenir aux meutes de chiens. En fait de traîneau, Inuk part sur son quad, symbole de la collision de deux mondes qui ne se sont jamais tout à fait rencontrés. Nous repartons demain. Je l'ai invité, lui et quelques-uns, à venir à bord pour les remercier de leur accueil.
Les gens de Gyohaven voient beaucoup de bateaux s'arrêter. Ça n'est pas nouveau, mais c'est la première fois que j'en vois un aussi gros que celui-là. Je vous l'échange contre mon petit bateau de 6 mètres. Au revoir, merci. Ravi de vous avoir rencontré. Faites une bonne route vers l'Alaska et Tuktoyaktuk. Ouais, merci. Bon voyage à tout l'équipage. Faites attention à vous. Oui, on fera attention. Nous quittons Gyohaven au matin du 21 août. La banquise est annoncée à 71 degrés nord et notre route passe bien au sud de cette limite. Jusqu'à Touk, on a une route de 800 000 à faire sans un brin de glace. C'est pas peine de veiller. Toute l'eau qui est sur le plan d'eau, elle est liquide. On n'a pas d'eau solide. On ne s'attendait pas à ça, quoi. Là, c'est des ménages, là. 8,5. Tout à l'heure, on était à 9,2. 9,4. 9,4, yeah! 5. Tu vas battre un record là. 9, 7, 10, 4 11, 1, 11, 6, 11, 9, 11, 9. On a eu des moments difficiles, quelques membres d'équipage qui ont eu le mal de mer. Et là, c'est un truc qui tient bien au ventre. Un hachis parmentier avec du hachis et du parmentier. Ça va les redynamiser. Dominique, 5 kg. Bon, n'empêche que hier, c'était pas tellement envisageable ça. Hein. Non. On peut se retrouver tous assis autour de la table. Oui. Depuis plus de 4 mois que nous sommes partis, nous n'avons pas revu la nuit. C'est donc avec plaisir que nous retrouvons l'obscurité et la lune. Il est 4 heures du matin lorsque nous mouillons au large de notre prochaine escale. T'y es là, Laurent? Ouais. Bon, ben voilà, nous voilà mouillés devant Touk. Et le Seigneur a dit merci aux familles de Tuktoyaktuk et merci aux gens, les Inuvialuit de Tuktoyaktuk et de l'Arctique, pour la culture que vous avez, qui rend les gens forts et leur donne de superbes qualités. Amen. Tuktoyaktuk est une petite ville de 900 habitants dont l'âge d'or est passé. Parmi les villages côtiers du Grand Nord, c'est une des villes les plus menacées par les bouleversements climatiques. À ce sujet, je suis surpris par ces gamins, étonnamment conscients des enjeux. Qu'est-ce qui va arriver à notre permafrost si le réchauffement climatique s'intensifie ? Le permafrost, c'est la partie continuellement gelée du sous-sol dans l'Arctique. Un mélange de sable et de glace sur lequel toutes les constructions reposent. En quelque sorte, les fondations du monde inuit.
On est à 10 mètres sous terre. C'est du sable et de l'eau, en fait. On peut voir toutes les couches. C'est incroyable. On voit vraiment au travers. Quand on voit ça, on comprend très bien pourquoi le permafrost est si fragile. Si ça fond trop, tout va s'effondrer. Parce que ce n'est que de l'eau. Les Inuits ont depuis toujours trouvé une utilité aux éléments. C'est ainsi qu'ils se sont servis de leur sous-sol pour en faire un congélateur communautaire. Il y a 3 parties, 6 pièces dans chaque partie. La communauté a construit ça pour préserver la nourriture. C'est une manière durable de garder la viande congelée. C'est juste un congélateur naturel, même en plein été. Et quelle est la température? Il fait à peu près moins 10 degrés. Ce ponton délabré a été construit il y a peu. C'est une illustration parfaite de la fonte du permafrost. Est-ce qu'à l'avenir, les habitants de cette ville vont devoir fuir ces terres et se réfugier plus au sud dans l'attente d'un hypothétique miracle ? Salut, Danny. Est-ce que vous réparez le bateau au cas où le niveau de la mer monte pour repartir avec et sauver la communauté? Oui, nous pourrions être sauvés automatiquement. J'aime beaucoup cette idée en tout cas. C'est formidable de l'entretenir ainsi. Oui, c'est une partie de notre histoire. Et pour les gens d'ici, jusqu'à récemment, l'histoire était un luxe. Et leur seule préoccupation était survivre. Mais maintenant, avec les technologies et moyens modernes, beaucoup de choses ont changé. Vous savez, ici, les gens s'adaptent. Mais c'est difficile pour eux, car les anciens valorisent tellement la tradition. Et c'est douloureux pour eux de voir la tradition changer. En termes d'évolution, je ne connais aucune culture qui ait dû faire face à une adaptation aussi rapide et aussi intense. En seulement 2 générations, environ 70 ans, ils sont passés de l'âge de pierre à celui de l'ordinateur. J'imagine que votre tâche est immense dans cette communauté. Je pense que la chose la plus importante que je fais ici, c'est d'être une présence pour la population. Le taux de chômage ici n'est pas loin de 80%. Donc les gens ont besoin d'aide sociale pour le logement, pour vivre. 80%? Oui, et des aides pour l'éducation. Dans les années 70, Tuk a été un site majeur d'exploitation du pétrole et du gaz dans la région. Mais la crise pétrolière de 1979 a provoqué un désastre. La ville s'est vidée peu à peu de toute son industrie. Aujourd'hui, avec l'érosion côtière et la fonte du permafrost, le destin de Tuktoyaktuk paraît mal engagé. J'apprends pourtant qu'une personne ici y croit encore. Bonjour, je cherche le maire. Il est dans son bureau, la porte d'à côté. Merci, merci beaucoup. Merven, enchanté. Je suis le capitaine du voilier français. Bienvenue à Tuk. On a fait venir des rochers d'Inuvik à 185 km d'ici par la route. Au fil des ans, on a mis du sable, des graviers. Ça n'a servi à rien. On a dû déplacer ces maisons ici. La majorité de ces maisons sont sur pilotis. Leurs fondations sont à 10 mètres sous terre.
Sale temps. Quelle misère. Le Premier ministre est venu récemment faire un discours. On a tous ces problèmes ici, et il n'a pas dit un seul fichu mot sur le réchauffement climatique. Il était juste intéressé par l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est vraiment nul. Il fait froid aujourd'hui. Tout est en train de s'effondrer. Ouais, tout s'effondre. Tous ces rochers qu'on a fait venir, ça a coûté une fortune. Il y en a des kilomètres, des millions de dollars. Et maintenant, le gouvernement ne veut plus nous donner d'argent. De toute façon, il n'y a plus d'argent nulle part. Du coup, on n'a que nos propres ressources, c'est-à-dire quasiment rien. Ça change constamment, c'est une bataille sans fin. L'érosion a toujours été là. On ne peut pas changer la nature, c'est comme ça. On peut juste ralentir l'érosion. La seule chose contre laquelle on ne peut rien, c'est la fonte du permafrost. Tuck va redevenir une grande plateforme dans les années à venir. Avec le pétrole et le gaz, ça va redémarrer. BP a construit une plateforme offshore pour faire des forages. Il y en a pour $1 milliard. Tuck va se développer. On va faire un port en eau profonde. Il y aura une route du sud jusqu'à Tuck. Dans quelques années, Tuck va exploser avec le pétrole et le gaz, une fois le pipeline construit. Si l'industrie œuvre avec nous, main dans la main, on peut arriver à protéger nos côtes. Tuck sera toujours là, on ne partira jamais. Peu importe ce que tout le monde pense. L'arrivée du mois de septembre nous rappelle qu'il est temps d'appareiller. Bye bye Tuck. Farewell. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis avec la glace en Alaska, mais bon, voilà, après, ça dépend des régimes de vent, etc. Donc, c'est affaire à suivre. Ok, on y va au winch. En termes de navigation, l'absence de glace me déconcerte. Humainement, par contre, dans le partage et les rencontres, l'aventure est vraiment belle. Nous laissons les territoires du Nord-Ouest et le Canada dans notre sillage. Pour valider le passage, il faut encore atteindre le détroit de Bering. Ça sent la sortie du passage. Et notre prochaine escale, c'est Point Barrow, Alaska. Il y a tellement peu de fond que nous sommes obligés de laisser Savant Star loin au large. Barrow est le point le plus au nord des États-Unis d'Amérique. En cette saison, le village est désert. Difficile à imaginer. Pourtant, l'hiver venu, c'est ici que la NASA vient tester ses robots avant de les envoyer dans l'espace. Ces opérations sont supervisées par le BASC, un important centre de recherche. La fonte du permafrost inquiète les scientifiques. D'impressionnantes quantités de méthane y sont retenues et pourraient être rejetées dans l'atmosphère, augmentant encore les effets de serre. Glenn Sheehan y voit lui une formidable ressource énergétique si nous réussissons à capter ce méthane.
Partout dans le monde, sous les fonds marins, il y a comme une sorte de neige. Et dans cette neige, il y a du gaz naturel compressé. Dans certains endroits du globe, ce gaz peut se trouver près des rivages. Il se trouve que l'Arctique est l'un de ces endroits. Et uniquement dans l'Arctique, cela se produit sous la terre ferme. Maintenant, les hydrates de méthane représentent plus d'énergie que n'importe quel autre gaz naturel ou pétrole dans ce monde. Peut-être même plus que le charbon. C'est une ressource gigantesque. Ça voudrait peut-être dire qu'on n'aurait plus besoin d'acheminer de l'essence par camion ou par avion ou par pétrolier une fois par an. Les villageois d'ici pourraient partager ça. Ça pourrait changer la vie de tous les habitants de l'Arctique. C'est sur cette note positive que s'achève notre passage du Nord-Ouest. Je suis heureux d'avoir pu partager cette aventure avec mon fils Gaby. Les derniers glaçons qui traînent en mer de Tchouktch semblent nous saluer. La porte est ouverte jusqu'au détroit de Bering. À l'avenir, la banquise aura complètement disparu pendant la période estivale. Elle se reformera l'hiver. Mais pour combien de temps encore? Dans ce monde givré, certains voient un nouveau souffle économique, une souveraineté enfin acquise. D'autres, plus réalistes, se demandent si nous allons être suffisamment sages pour ne pas commettre les erreurs du passé. Quant à moi, je ne pensais pas un instant être témoin en seulement 9 ans des formidables changements qui frappent le Grand Nord américain. Nous mettons maintenant le cap au sud de l'Alaska, vers les tempêtes d'automne. Qui peut bien dire si la glace m'attendra encore 10 ans?